Salut! Alors dans cette vidéo, je vais aborder un thème que j'ai déjà plus ou moins abordé dans d'autres vidéos, qui est lié à l'emploi de la focale fixe. Alors lorsqu'on est convaincu de l'utilité d'une focale fixe, on se demande, bah oui, mais quelle focale fixe je devrais acheter? Quelle focale fixe je devrais acheter en premier si j'en ai pas, jusqu'à présent j'en ai pas? Alors bien sûr, ça c'est une question très importante. Moi je sais que quand je travaillais en boutique, bien sûr, beaucoup de gens me posaient cette question, hein. Quelle focale fixe vous me recommandez? Alors, à cette question, il n'y a pas de réponse absolue, bah, parce qu'en fait, non seulement c'est lié à ta pratique photo, mais c'est lié aussi à ta manière un peu naturelle de cadrer. C'est-à-dire à ton rapport distance-sujet, hein. Alors, quand même, on rappelle, puisque j'ai déjà fait 2 vidéos spécifiquement dédiées à la focale fixe, je te mettrai tu vas trouver les liens. Bah, la focale fixe, bien sûr, à partir de cette contrainte, c'est-à-dire que constitue la focale fixe, le fait d'avoir un champ de vision fixe, bien sûr, de cette contrainte, c'est en fait un excellent levier pour être créatif et pour, ben, en fin de compte, aussi développer son apprentissage, hein, lorsqu'on est en une phase, au début, comme ça, voilà, d'apprentissage de la photo. Alors donc, les avantages d'une focale fixe, hein, rapidement, bah, c'est la légèreté, c'est la compacité, c'est la qualité optique de la focale fixe. C'est une ouverture plus grande, hein, c'est-à-dire une ouverture de diaphragme. Enfin là, la distance où je me situe de la caméra, tu vas pas le voir. Enfin, si tu veux, l'ouverture te permet d'avoir une écriture photographique, une écriture de la lumière que tu ne pourrais pas obtenir avec un zoom. Donc tu vois que finalement ça regroupe différentes choses. Bon, aussi, faire le bon choix de la focale fixe va aussi découler différents autres choix annexes. Choisir une focale fixe qui est adaptée, eh bien, va aussi plus tard, tu vas pouvoir en déduire le fait de savoir quel est le sac photo qui te convient. Bah oui, bah parce que suivant le volume, l'encombrement de la focale fixe, tu vas pouvoir te déterminer sur un sac photo où tu pourras emporter simplement ton boîtier et ta focale fixe, par exemple, tu sais, un kit minimum si tu préfères. Voilà, par exemple, voilà un usage. À partir du diamètre aussi de la focale fixe que tu vas choisir, bah, tu pourras en déduire, par exemple, le diamètre de certains filtres que je te recommande d'acheter. Typiquement, le fameux filtre polarisant dont je te parlais récemment. Ah, parce qu'effectivement, tant que t'as pas un diamètre de référence, bah voilà, c'est pas toujours évident d'acheter un filtre polarisant. Alors qu'avec une focale fixe, bien sûr, compte tenu des qualités optiques de cet objectif, de cette focale fixe, eh bien justement, tu vas pouvoir te dire, bon bah, cette focale fixe qui va être un peu ma focale de référence, au cas où tu n'en as pas déjà une, et bien sûr, cette focale fixe, bien sûr, ça vaut d'autant plus le coup, j'allais dire, d'investir dans un filtre polarisant. Du choix aussi d'une focale fixe donnée, tu vas pouvoir aussi déduire, par exemple, quel est le trépied, enfin l'ensemble trépied-rotule qui est adapté. C'est-à-dire, si tu prends en compte la focale fixe qui te convient, ta focale fixe de référence, montée sur ton boîtier, quel est finalement le trépied, pareil en termes d'encombrement et d'efficacité, hein, quel est le trépied, j'allais dire, optimisé qui pourrait te permettre d'être mobile, de l'emporter partout avec toi. Donc tu vois, derrière le choix d'une focale fixe, en fait, y a tout un tas de questionnements. Et puis bah, surtout, comme je te disais, le fait de déterminer un peu ta focale de référence, hein. Alors bien sûr, derrière le choix d'une focale fixe, il y a ta pratique de la photo. Bah, parce que effectivement, si tu fais plutôt, par exemple, je sais pas, de la photo de paysage, ça sera évidemment pas la même focale fixe que si tu veux faire de la macro.
Bien que certains constructeurs optiques, cette année, là en 2018, ont mis sur le marché et s'apprêtent à mettre sur le marché des focales macro, hein, donc avec un rapport de grandissement égal à 1,1 ou à 2,1, hein. C'est-à-dire le sujet sera situé sur le capteur 2 fois plus grand que ce qu'il n'est en réalité. Donc je pense à, je sais pas écorcher le nom, Lowa, hein, Liowa je crois, de Venus Optique. Donc ils ont fait un 25 mm macro, hein, donc récemment. Donc, tu vois par exemple voilà, c'est une focale qui est un peu inédite en macro. Donc ça brouille un peu les pistes. Enfin bon, grosso modo, en deçà de 24 mm, donc moins de 24 mm, c'est plutôt des focales réservées donc à la photo de paysage, photo d'architecture, parce que tu as un angle de champ qui te permet de capturer un panorama, une scène, voilà, avec une vaste amplitude comme ça. Tu as des focales qu'on appelle dit standard. Donc ça va plutôt du 35 mm au 60 mm. C'est-à-dire plus ou moins des vues qui correspondent un peu, pas à la vue humaine, puisqu'on n'a pas, si tu veux, la vision humaine n'est pas comparable vraiment à une focale, hein. Mais bon, grosso modo, c'est des focales qui correspondent un petit peu à l'usage quotidien, courant de la vie de tous les jours, enfin de la vie de tous les jours. Pour illustrer un petit peu, enfin en fait, qui peut être très bien utilisé en reportage, hein, donc pour servir à illustrer des scènes de la vie de tous les jours, voilà. Après 85 mm, c'est plutôt une focale réservée portrait. Au-delà de 100 mm, on considère que c'est des téléobjectifs, hein. Et puis après, tu as la sous-catégorie des focales macro, hein, donc qui ont cette particularité là d'offrir un rapport de grandissement vraiment intéressant. Et là aussi, bien sûr, tu as plusieurs focales, hein. Par exemple, le 50 mm macro, c'est aussi une focale qui peut être utilisée par exemple dans la photo de nature morte. Pourquoi? Parce que les focales fixes macro donnent un très bon piqué, hein, un très bon contraste, et ça c'est des caractéristiques, par exemple des qualités qui sont recherchées en pratique de la photo nature morte. Pareil, par exemple, le 100 mm macro, c'est aussi une focale fixe, ou le 90 mm macro, hein, je pense au 90 mm macro de chez Tamron. Bon, tu as vu, 85 mm, 90 mm, bon, c'est relativement proche. Et souvent, les focales fixes macro type 90, 100 mm, c'est aussi des focales fixes qui peuvent être utilisées pour faire de la photo de portrait. Si tu es quelqu'un qui aime bien avoir une zone de netteté, une profondeur de champ élevée, par exemple, tu vois. Donc tu vois, c'est à la fois un usage traditionnel qui est associé à certaines focales, mais aussi ton emploi à toi, j'allais dire, hein. Derrière aussi le choix d'une focale fixe, bien sûr, se pose aussi la question de savoir, suivant ton type de boîtier, quel est le... Tu vois, par exemple, quand on parle de 85 mm, la façon de cadrer d'un 85 mm ou d'un 24 mm, on parle, j'allais dire, du cadrage offert par un boîtier avec un capteur full frame, c'est-à-dire un capteur 24-36. Bon, c'est des boîtiers aujourd'hui qui valent encore un certain prix, et il y a une gamme qui est plus accessible. C'est des boîtiers qui sont tout aussi performants, mais qui ont un capteur dit APS-C. Donc c'est simplement un capteur plus petit, qui plutôt que de faire 24-36 fait en général 16 par 24 mm. Et donc finalement, si mon 85 mm je le monte sur sur l'un de mes boîtiers avec capteur APS-C, il va y avoir comme un effet de zoom, si tu préfères. Je ne veux pas trop rentrer dans la description du phénomène, mais disons que vu que le capteur est plus petit, bien sûr, il ne va utiliser qu'une petite partie du champ de vision offert par l'objectif. Je vais résumer ça comme ça, hein. Et si tu es un connaisseur des différentes tailles de capteurs et puis des focales fixes, voilà, tu vas comprendre que je fais un effort là de pédagogie, quoi, pour expliquer simplement les choses, sans trop rentrer dans les détails. Alors donc voilà, tu as différentes focales fixes. Ce qu'il faut retenir, c'est suivant ton capteur, ça va recadrer plus ou moins serré, hein. Voilà, typiquement, donc, par exemple, un 50 mm
monté sur un capteur APS-C, vu que tu as une sorte de facteur d'1,5, enfin tu as un effet grossissant correspondant à 1,5 de la focale, bah, c'est-à-dire que si je monte à 50 mm sur un capteur APS-C, eh ben, il va à peu près cadrer comme une focale correspondant à 75 mm sur un boîtier fuel frame, donc avec un capteur plus grand. Hein. Donc ça, c'est à prendre en compte. Surtout si tu veux, si tu as besoin, toi, de grand angle, faudra donc que tu ailles chercher plutôt dans les 10-15 mm à peu près, pour avoir à peu près le cadrage, le champ de vision offert par exemple par un 24 mm, par une focale fixe de 24 mm. Voilà ce qu'il fallait retenir. Alors après, comment déterminer la focale qui te correspond? Bien sûr, encore une fois, à chaque personne, il n'y a pas de réponse absolue. À chaque personne, il y a une réponse personnalisée. Hein. Moi, par exemple, avec mon 24-70, et donc c'est la démarche que je te recommande de faire, tu observes en fait simplement... Oh, putain, je viens de me faire piquer par un moustique qui était en train de se gorger de mon sang. Je l'ai éclaté, j'ai la main pleine de sang. C'est hallucinant. Excuse-moi de... Bon, je reprends le fil de mon truc, après m'être fait piquer par un moustique. Ouais, donc la méthode que je te recommande, eh bien, c'est tout simplement d'observer sur tes photos, hein, que tu obtiens grâce à ton zoom que tu emploies le plus souvent possible. Et bien finalement tu observes tes photos et tu regardes naturellement quelle focale tu as employé. Parce qu'en général sur un zoom, quel qu'il soit, quel que soit le range de focale qu'il propose, on va l'utiliser aux deux focales extrêmes. Donc moi typiquement là c'est un 24-70, donc je vais l'utiliser à 24 mm, à 70 mm, et entre les deux il y aura une focale que j'aurais tendance à employer naturellement, c'est-à-dire naturellement je vais cadrer d'une certaine manière. Eh bien c'est ça qu'il faut traquer dans tes exifs, hein, dans tes photos, dans le résultat de tes shootings. Et de là tu vas pouvoir te rendre compte que naturellement tu utilises une focale donnée, et cette focale donnée, bah, finalement ça va être ta focale de référence, et donc le but là ça va être à ce moment-là de trouver une focale fixe qui s'approche au mieux de cette focale de référence. Alors moi par exemple sur mon 24-70, je me suis aperçu que très souvent je cadre à peu près à 40 mm. Donc sur un capteur 24-36, hein, sur mon boîtier full frame. Donc là à ce moment-là on peut dire qu'il pourrait être utile que j'achète une focale fixe de 35 mm. Alors c'est vrai aussi que Pentax justement fait une focale fixe de 43 mm. Hein. Donc je pourrais très bien aussi acheter cette focale fixe de 43 mm. Voilà. Alors après, suivant aussi ta pratique, tu vas aussi t'interroger de savoir, par exemple, si tu as le choix entre deux focales fixes, typiquement comme là je viens de te décrire le cas, soit entre un 35 mm ou un 43 mm, eh bien de te dire, est-ce que la manière dont je cadre spontanément, est-ce qu'après au post-traitement j'ai tendance à recadrer, c'est-à-dire à rétrécir un petit peu le cadrage, ou est-ce qu'au contraire finalement ça serait pas plus utile pour moi que j'ai une focale fixe qui me permette de cadrer un peu plus large que ma focale fixe de référence, pour après justement m'offrir une possibilité de recadrage, une certaine souplesse pour éventuellement recomposer ma photo. Tu vois, finalement c'est ça un peu le questionnement, hein. Alors dans la focale fixe macro, c'est légèrement différent, bien que ça s'approche aussi, parce que par exemple un 50 mm et un 100 mm, si tu veux, la distance boîtier, enfin, de ton appareil photo et du sujet, c'est normal, c'est grosso modo la même. Simplement, ce qui va changer, c'est l'angle de vision. Alors en fait, suivant ce que toi tu photographies, typiquement si tu fais plutôt, t'aimes bien plutôt faire de la photo macro de fleurs, peut-être qu'il serait plus intéressant d'avoir un 50 mm. Si tu fais plutôt de la photo d'insectes, là clairement c'est le 100 mm qui doit te servir plutôt de référence, tu vois. Pourquoi? Parce que ça a un champ de vision beaucoup plus restreint.
Et pour optimiser le facteur de grandissement, c'est-à-dire le rapport de grandissement proposé par une optique macro, bah pour bien exploiter au mieux comment dirais-je, le facteur grossissant que te permet d'avoir une focale fixe, bon bah à mon avis, il vaut mieux avoir un 100 mm. Hein. Bien qu'encore une fois, bah, par exemple Sigma propose des 150 mm, tu vois. Donc voilà. Et dans le temps, enfin plus tôt, il y a quelques années, ils ont fait aussi un 180 mm, etc. Donc voilà. Donc finalement, quelle que soit la taille de ton capteur, par exemple, si tu as un boîtier APS-C et puis qu'avec ton boîtier APS-C, il était livré avec un 18-55, hein, qui a un peu le zoom un peu à tout faire sur un APS-C, enfin qui est le range de focale à tout faire sur un capteur APS-C, eh bien tu observes un peu dans les exifs de tes photos quelle était la focale que tu as employée. Hein. Lorsque tu es au post-traitement, tu observes les données et tu regardes, il va t'indiquer, je sais pas moi, 35 mm, 24 mm, voilà. Donc c'est la focale fixe de référence, voilà, sur ton boîtier APS-C. Et après, admettons que plus tard, tu montes en gamme et tu t'achètes un boîtier avec un capteur 24-36 et que par exemple tu t'achètes le 24-70 qui est l'équivalent du 18-55 mais c'est-à-dire qui offre à peu près le même panel un peu de possibilités de cadrage. Et là tu refais la même démarche, tu observes un petit peu quelle est ta focale de référence. Et puis là, tu as une indication. Et après, donc, tu recherches dans les focales fixes proposées par la marque constructeur de ton appareil photo et ou des marques tierces. Je pense à Tamron, je pense à Sigma, enfin, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Hein, il y a d'autres marques qui proposent des focales fixes compatibles avec la monture de ton boîtier. Eh bien, voilà, tu dresses un peu les différentes, enfin tu recenses les différentes possibilités. Et puis là, tu te poses la question de savoir, au cas où il n'y aurait pas une focale fixe qui correspond exactement à ta focale de référence, tu regardes les focales fixes qui s'approchent. Et puis tu te poses la question, est-ce qu'il vaut mieux par rapport à ta focale fixe de référence un plan un peu plus serré ou un plan un peu plus large. Et puis là, voilà, tu sais quoi acheter. En fait, c'est aussi simple que ça. Alors après, tu peux aussi avoir le choix, admettons, je vais prendre un exemple simple, admettons que tu te rends compte que toi, ce qui te serait utile, productif, c'est d'avoir un 50 mm. Alors 50 mm, dans toutes les marques, il est disponible, que ce soit Canon, Nikon, Pentax, Sony, j'en passe et des meilleurs, Sigma, Tamron. Donc tu vas avoir donc un panel, un choix, hein, compatible avec ta monture. Et donc tu auras même aussi le choix entre différentes ouvertures. Bien souvent ça va être le choix entre un 50 mm 1.4 qui va valoir une blinde, bien souvent, et puis un 50 mm 1.8. Bon, en l'occurrence Pentax, eux, ils avaient fait un 50 mm 1.7. Bon, il y a également eu un 50 mm 1.4. Alors moi je les ai tous eus. Hein. Et en fait, je les ai même eus en même temps, le 1.4 et le 1.7. Et en comparant le piqué, tout ça, etc., j'ai préféré le 1.7. Donc j'avais revendu le 1.4. Enfin, toi, quand tu es dans une démarche d'achat, dis-toi que 1.4 et 1.8 d'ouverture, ça influe de manière infime finalement sur la profondeur de champ. Hein. Et dans un premier temps, pour apprendre à utiliser une focale fixe, pour doper ton apprentissage, pour développer ton écriture de la lumière, pour développer ton style si tu préfères, clairement je te recommande le 1.8. Par exemple, chez Canon et Nikon, eux ce qu'ils font de très très bien, c'est que tous les deux proposent un 1.8 à peu près 100 €. Hein. Moi je me souviens en boutique, on en vendait, c'était vraiment la focale fixe qu'on vendait comme des petits pains, hein, chez Canon et chez Nikon. Parce que c'est ces deux focales fixes qui sont par rapport compte tenu du rapport qualité-prix qui sont vraiment excellentes. Hein. Certains vont te dire ouais mais bon c'est des focales fixes qui ont été conçues il y a déjà plus de 20 ans
ou à peu près. Et puis compte tenu des performances des capteurs numériques, c'est plus très intéressant, machin. C'est totalement faux. C'est à la fois vrai et faux, j'allais dire, mais pour moi c'est pas pertinent, si tu veux, comme remarque. Je te dis, au moment où Canon avait sorti son 5DR, là, d'ailleurs le 5D, mais avec un capteur de 50 millions de pixels, j'avais vu un comparatif, un test tout au moins, où ils avaient monté le Canon 1.8 sur ce boîtier. Et les résultats étaient vraiment superbes. Ça avait même étonné d'ailleurs les gens qui avaient, l'équipe qui avait testé ce binôme là, hein, focal fixe boîtier, parce que vraiment ils s'attendaient pas du tout à ce genre de résultat pour un capteur offrant une telle définition. Et en fait, ils en étaient arrivés à la conclusion qu'en fait le 1.8 tenait parfaitement la route et pouvait tout à fait être recommandable pour un boîtier de 50 millions de pixels. Donc tu vois, c'est te dire que faut relativiser certaines choses. Moi, mon 50 mm, c'est pareil, c'est dans sa conception optique, hein, je parle. C'est une focale fixe qui doit, on est en 2018, donc il doit avoir plus de 25 ans, hein, tu vois, c'est te dire. J'ai aussi un 85 mm. Bon, j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, donc tu sais ce que je veux dire. Un 85 mm 1.4 là, de chez Pentax, qui est vraiment une optique pour moi fantastique. Donc moi je trouve que le côté vintage de certaines optiques c'est plutôt un avantage, parce que finalement tu vois aujourd'hui on utilise tous à peu près les mêmes marques de boîtiers photo, parce qu'il y a beaucoup moins de constructeurs qu'avant. En gros en France, je sais pas, à mon avis 90% du temps c'est les gens achètent du Canon ou du Nikon, hein. Derrière ça, on utilise tous les mêmes logiciels de post-traitement à 95% du temps, c'est-à-dire Photoshop et Lightroom. Derrière ça, sur les focales fixes, on va tous utiliser la même chose, c'est-à-dire les focales fixes commercialisées actuellement, proposées par les constructeurs de nos appareils photo, plus derrière ça, les focales fixes proposées par Sigma et Tamron. Donc on utilise tous la même chose. Donc ça veut dire que le rendu des images est un peu identique. Parce que quand on utilise tous les mêmes logiciels de post-traitement, si tu veux, même si bien sûr on a je dis pas que les photos sont identiques, puisqu'on a tous une manière un peu unique de cadrer, de composer, hein, pas de l'écriture, de la lumière, la photographie. Mais si on utilise tous finalement exactement les mêmes outils de labo numérique, le rendu sera uniformisé de ce côté-là. D'où la raison pour laquelle une façon simple de se démarquer un petit peu, justement, ça peut être d'utiliser des focales fixes, par exemple, qui ont un rendu différent de ce que proposent les focales fixes que tout le monde utilise, tu vois, par définition. Tu vois, rien que ça, déjà, ça peut être une piste intéressante, qui va contribuer à créer ton style et donc ta marque, tu vois, tout simplement. Donc moi je vois vraiment pas ça comme un problème. Voilà, maintenant les gens qui me parlent d'aberrations chromatiques, machin, liées à certaines focales qui datent de l'époque de l'argentique, c'est vrai mais c'est pas vrai, parce que tu vois, moi qui ai travaillé dans un labo photo, moi les mêmes personnes je les attends là, hein, je les attends encore, hein, pour venir développer pour faire des tirages en 50 par 70 par exemple. Je peux te dire qu'il n'y en avait pas des masses. Et puis alors ceux, figure-toi, qui faisaient des tirages dans ces formats, c'était absolument pas ce qu'on croit, hein. C'est-à-dire en général c'était des gens, et c'était suite à un mariage, à un baptême, mais j'ai jamais vu de photographe genre passionné de photo faire des grands tirages, hein. Voilà. Oui, il faisait du 20-30 maximum, mais des grands formats, tu vois, voilà. Parce que les aberrations chromatiques, faut vraiment faire du grand tirage. Et encore que là, je peux pondérer, parce que quand tu fais du 50 par 70, évidemment, t'es pas à ça du tirage, hein, t'es pas le nez collé, hein. Enfin, je parle une fois que tu accroches ton tirage, hein. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un peu des arguments à la noix.
Enfin voilà, donc je t'ai donné ma méthode un peu pour sélectionner ta focale fixe, parce que ça c'est vraiment quelque chose par contre je t'invite à découvrir, donc hein, vraiment l'emploi d'une focale fixe. Et voilà, et puis ça sert à rien de mettre une blinde hein, non plus dans une focale fixe. Je vois là en ce moment là, la mode là, c'est que chaque constructeur ressort par exemple un 50 mm très haut de gamme là à 1500 boules. Bon moi je trouve que c'est pas légitime, hein, c'est voire même franchement du foutage de gueule. Et voilà quoi. Moi je serais plutôt partisan de te dire achète-toi, par exemple si tu es un canoniste ou un iconiste, hein, comme 95% des photographes, achète-toi le 50 mm 1.8 à 100 boules là. Et puis bah derrière ça, justement, tiens, achète-toi une imprimante photo là à 700 balles. La Pro 100, enfin la Canon Pro 100 hein, par exemple. Tu vois voilà. Voilà, et là oui, là tu vas t'éclater, là tu vas faire des trucs intéressants, hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Bah écoute, comme d'hab, n'hésite pas à liker, à partager, puis nous, on se dit comme d'habitude dans une prochaine vidéo. Allez, bien le bonjour chez toi, fais de belles photos, et puis à bientôt. Salut!